Ok. Allez, bonjour, bonsoir à tous. Du coup, et bienvenue dans ce nouveau numéro du Poitou Jug. Aujourd'hui, on va essayer de repartir avec un kit complet d'une API agile. Voilà. Donc, mes sessions sont interactives. Il y a un quiz aussi en fil rouge. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus à scanner le QR code ou aller à slido.com Paris Jug. Euh, attendez, pardon, j'ai pas pris. Si, c'est celui-là. C'est pas Paris, c'est Poitou. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, non, non. Décidément. Voilà, c'est bon. Donc, là, on va essayer de faire un... Bon, pas un petit voyage, mais un grand voyage pour découvrir ce que c'est une API par le début. Et ensuite, on fera la phase. Vous avez pu scanner ou pas? Non, allez-y. J'ai modifié Poitou Jug, il ne l'a pas pris en compte, je suis désolé. Parce que j'étais 2 jours là-bas, donc... Après, on est un peu dans la banlieue ouest. ça va. C'est bon? Ok. Donc, on va commencer par découvrir, le talk va être entre un équilibre entre simplification des concepts et de la technique, bien sûr. Voilà. On va s'amuser, découvrir et s'amuser en même temps. Donc, on va découvrir un peu les phases. C'est quoi une API de façon basique? Et ensuite, on commencera par les phases de design, sécurité, développement, jusqu'au monitoring analytics. Et à la fin, un petit takeaway. Juste un mot sur Allianz, parce que je travaille pour Allianz, du coup, leader mondial de l'assurance, avec plus de 142 000 collaborateurs dans le monde, 86 millions de clients, avec plein de filiales et des instances groupes et filiales dans le monde. Donc voilà. On va commencer par un petit sondage du coup. Vous avez commencé à répondre, je crois. C'est ça? Connaissez-vous le concept API à ce jour? Et si vous dites non, c'est que vous êtes au bon endroit aussi aujourd'hui. Donc je connais bien. Très bien. Et aujourd'hui, attendez, excusez-moi, c'est les réponses du dernier. Là, c'est un peu le... Attendez, excusez-moi, je vais faire juste une petite manip. Je suis tout préparé quand même. Voilà, là, ça va être mieux. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas ce qui se passe. Oh non, je suis bien connecté. Je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement. Alors. Je vais... relancer.
Ok, c'est bon. Donc, je connais bien pour tout le monde. Là, on va continuer. Et ensuite, aujourd'hui, quand vous entendez le mot API, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite quand on entend le mot API aujourd'hui? Moi, par exemple, c'est interface. Ou il y en a qui mettent client aussi. La ressource reste interface, contrat. Très bien. Du coup, je vais me permettre de redéfinir, de donner une définition de l'API avec une simplification. C'est comme si on allait au resto. Imaginez-vous, vous rentrez dans un resto, même si vous connaissez apparemment ce que c'est une API, je le rappelle, c'est pas grave. Donc vous êtes client, ça peut vous servir toujours. Donc vous êtes client dans un restaurant, il y a une cuisine. Et dans la cuisine, ils préparent des plats, mais par contre, vous voulez être servi. Il vous faut un serveur qui vous donne un menu, vous faites votre choix, on pense à notre ligne, salade César. Le serveur passe la commande à la cuisine et la salade, elle est servie. Si on se met sur le parallèle informatique, le client va représenter le consommateur. La cuisine, ça va être tout ce qui est back-end, mainframe, algorithme de calcul, base de données, et le serveur, l'API. Donc, la définition de base, application, programming, interface, et moi, je suis team contract first. C'est pour ça que je définis l'API comme un contrat qui est responsable d'un objet métier. Ça peut être client, ça peut être utilisateur, ça peut être des adresses. Après, on associe une API, elle va être responsable uniquement de quelque chose. Voilà, un serveur dans un restaurant, un vrai restaurant. Et il y a des restaurants qui servent que des serveurs qui servent que les plats, d'autres des desserts et les autres les entrées. Avec une entrée claire, une sortie claire. Donc, très important, une API où on ne comprend pas ce qu'on doit lui envoyer, on ne comprend pas ce qu'elle nous redonne. Il faut revoir la chose. Ça ne répond pas forcément au concept API. Quand on parle API, il y a la notion de contrat. Il n'y a ni code, ni rien du tout pour la team contract first. Donc, on peut aujourd'hui, il y a des entreprises qui produisent un catalogue d'API, ils n'implémentent rien du tout, ils proposent ça au client, et le client, s'il sélectionne des services, il rentre dans l'implémentation. Voilà. C'est un concept qui est apparu depuis les années 70, donc ce n'est pas de nos jours. Aujourd'hui, c'est utilisé comme un buzzword. C'est pour ça que je suis une des personnes qui milite à la simplification du terme et des buzzwords en général pour qu'on évite les définitions trompeuses, surtout. Et après, une API, elle sert aussi il faut qu'elle soit générique, réutilisable, dans un esprit aussi de réutilisation, donc on va impacter le business. Il faut convaincre aussi nos clients, nos sponsors, nos directeurs, qu'on soit dans un cadre entreprise ou pas, qu'une API, elle leur sert aussi à faire des économies et aussi à faire du chiffre derrière. Voilà, c'est très important ça. Donc si on revient à notre concept de resto, le menu va représenter le contrat. Le serveur, c'est lui, du coup, il représente l'API qui va être responsable de vous servir le plat, l'entrée, le dessert, avec une entrée claire et une sortie claire. Voilà. Donc si vous commandez une salade César et on vous sert une choucroute, c'est que ce n'est pas le bon restaurant. La vue monolithe maintenant. Le parallèle qu'on fait aujourd'hui API monolithe, ce n'est pas un vrai parallèle, puisque c'est microservice monolithe normalement. Mais là, je me permets juste de faire cette parenthèse en vulgarisant, en prenant un cas d'un monsieur qui sait faire énormément de choses pour son domicile à lui. Donc il donne des cours, bricole, et un jour il se dit, pourquoi je n'ouvre pas une société de service qui propose ça aux particuliers, en recrutant des personnes. Il monte un site web du coup, et il sépare bien, au lieu d'avoir tout éparpillé comme ça, rien que pour lui, il sépare bien la notion d'objet métier, du coup, le linge qui va avoir ses fonctions à lui, la cuisine, le bricolage, et pour les enfants, les garder et tout. Et les 4 briques vont représenter nos API qu'il va exposer à ces consommateurs qui seront des écrans potentiellement. Donc, automatiquement, on passe d'un quelque chose qui ressemble à ça à quelque chose qui ne ressemble pas à ça.
On est d'accord qu'on préfère tous vivre dans un endroit qui est à droite. Voilà. Alors, je m'appelle Rafik Firouk, je suis software architecte chez Alliance, ou architecte logiciel. Software architecte, c'est juste pour... voilà. Mais voilà, je suis architecte logiciel chez Alliance. Je fais énormément de choses là-bas aussi. Je suis co-leader de comité de pratique. Et aussi, j'ai fondé en 2019 l'événement IT pour tous. C'est pour ça que je parle de simplification de l'informatique pour tous. Pour moi, c'est important que ce soit IT, métier, client, sponsor, qu'on comprenne tous les concepts de base et parmi eux les API. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans la technique au fur et à mesure. Du coup, premier quiz. Ça, c'est juste un warm-up, échauffement. Et voilà, la question, elle est facile. Que signifie P dans API? Pour que, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Slido ou Slido, ça permet de voir ça. Programming, bravo. Il y avait, vous n'avez pas le temps tous de participer, c'est pas grave. Leaderboard, Jeff. Ok. On va commencer la première étape du coup par le design. Donc, sondage, aujourd'hui, quel standard ou langage utilisez-vous pour écrire vos contrats et interfaces API si vous le faites? Sinon, ça peut être... par exemple, il y a OpenAPI, il y a GraphQL, il y a A5 API. On va aller voir l'un d'eux dans la présentation du jour. Ok, OpenAPI, donc ça tombe bien parce qu'on va parler de ça. Juste dans le design en général, on a différentes manières de solutionner un problème ou un besoin métier. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie fonctionnelle et logicielle qui concerne le monde API. Parce qu'il y a la notion de gouvernance API niveau entreprise, par exemple, et tout. Et après, sur le cloud infrastructure, c'est quand on rentre dans le déploiement et tout, on va, durant ce talk, on va avoir une petite vision, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas spécialiste cloud. Donc, je m'intéresse de loin, mais je ne suis pas architecte cloud. Chacun son métier, on va dire. Donc, là, c'est un exemple juste basique sur comment on doit réfléchir pour produire, pour concevoir des API. Aujourd'hui, on peut avoir un business en face de nous qui dit « Moi, je veux un outil qui gère des produits. » Je simplifie exprès. Derrière, généralement, nos business owners, ils nous donnent un peu les mots-clés pour construire et concevoir nos API. Là, la gestion de produits. Automatiquement, derrière, je commence à me dire, dans la peau d'un designer, dont j'en suis pas, mais je me dis que je peux construire une API product. Voilà. Qui va gérer avec un CRUD les opérations de gestion de produits du coup. REST-JSON, juste la base aujourd'hui de la communication, parce qu'aujourd'hui j'entends des gens qui font aussi du REST XML. Pour moi, c'est interdit normalement cette règle d'API REST XML, parce qu'aujourd'hui standard c'est REST-JSON, et voilà, les standards comme OpenAPI sont conformes à du REST-JSON, on va le voir. Donc voilà, REST va représenter les contraintes et JSON le langage qui va structurer la communication. Maintenant, comment écrire une API avec une contrainte REST et un langage d'échange JSON? Il y a différentes marques sur le marché, d'outils et tout. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur OpenAPI parce que c'est ce que je connais le mieux et que je peux vous présenter. Donc OpenAPI, c'est un standard d'architecture, c'est un standard d'écriture de contrat API basé sur le langage YAML. Après, il est soutenu, donc la communauté Open Initiative, elle est soutenue par Google, Microsoft et plein d'acteurs du marché qui contribuent à soutenir cette communauté. Et on a aussi Swagger qui permet d'intégrer des contrats API pour permettre le design, le test et faire plein de choses avec un suivant standard OpenAPI. Je tenais juste à préciser, pour ne pas faire la confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent est-ce que tu peux me donner ton contrat Swagger? Il est en train de penser à OpenAPI. Il y a vraiment une confusion. C'est que OpenAPI, c'est la spécification et Swagger, c'est ce qui va
exploiter sa spécification. Donc Swagger, que détient Smart Beer, la société Smart Beer, a offert en 2015 son standard OpenAPI. Et en 2017, OpenAPI a été réalisé en 3.0 et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de contrats OpenAPI purs. Avant 2017, c'était des contrats Swagger 2.0 et à 2017, on parle de contrats OpenAPI V3.0. Voilà. Et en 2021, ils ont commencé à sortir leur sub-release. Donc voilà, viens faire la séparation entre les deux. Du coup, on va commencer avec les démos. Donc là, j'ai mon... Vous voyez bien. Okay. Donc là, j'ai un projet Maven de base avec un module. Donc je vais aller sur mes ressources et là, j'ai un premier contrat OpenAPI qui fait du CRUD sur une API product. Donc j'ai un premier pass ici où je vais dire get all product. Donc il va me retourner ici la liste des produits existantes. Et ensuite, derrière, je continue à spécifier mon contrat en disant si je veux créer un produit, ben, j'appelle un post en passant un objet new product ici que je peux décrire en bas. Et tout ça, c'est du synchrone avec OpenAPI. Hein. C'est pas comme du Async API et tout. Et new product, je peux spécifier ce qu'il fait ici, par exemple. J'ai besoin, si tu veux créer un produit, tu dois me passer du nom, tag, on va dire la catégorie du produit et la quantité associée. Très simple. Bien sûr, le produit, dans la vraie vie, il a plusieurs autres caractéristiques. Et on a aussi suivant un ID. Donc je peux, là, le premier pass, c'est sur le product en général, pour lire tout et pour créer. Et ensuite, je peux spécifier un ID pour rechercher, par exemple, un produit par son ID. Donc là, je vais faire un get en disant une petite description. En entrée, il aura un ID de tel format et en retour, j'aurai le produit et il y a la mise à jour avec le put et enfin le delete et la suppression. Voilà. Donc si je prends ce contrat OpenAPI, si je vais aller sur le site de... J'espère que je suis toujours connecté, oui. Je vais sur Swagger. Donc Swagger, il va me permettre d'intégrer. Bon, Swagger, il vous propose par défaut un pet store. Mais là, si je mets, donc j'ai copié mon, et derrière Swagger, il me permet d'afficher en mode un peu plus joli ma spécification à gauche. Donc je peux continuer à bricoler mon contrat OpenAPI ici. Par exemple, si je vire ça, automatiquement, voilà, il fait la mise à jour. Et si je rajoute, automatiquement. Et ça permet aussi de visualiser. Donc un client, à vous, un consommateur, vous pouvez lui donner un contrat OpenAPI. Il peut commencer à comprendre comment fonctionne votre API. C'est pour ça que je disais, quand on parle API, on ne parle pas code forcément à ce moment-là. Voilà, donc on va retourner à la présentation. Après, pour les questions, on fait au fur et à mesure ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre du coup. Ouais. Maintenant, pour la partie sécurité. Basique, enfin pour moi et le standard, c'est que quand on veut sécuriser une API aujourd'hui, on doit respecter le pattern du 3A. Authentification, autorisation, accountability ou traçabilité, si on traduit en français. L'authentification, c'est qui je suis et est-ce que la personne qui m'appelle est vraiment ce qu'elle prétend être. Donc vous rentrez dans un bâtiment, il y a une liste, Rafik Ferrouk, rentrez. Ensuite, on passe à la pièce d'identité. Ok, vous êtes vraiment Rafik Ferrouk, rentrez. Après, il y a la phase d'autorisation. Je suis rentré dans le bâtiment. À quel étage j'ai le droit d'accéder, à quelle porte et à quelle salle dans l'étage je peux y accéder aussi. Et ensuite, la traçabilité, c'est tout ce que je fais. J'ai accédé au bâtiment, je suis parti à l'étage 1, j'ai ouvert la porte 12, ensuite je suis sorti, et ainsi de suite. C'est très important en termes de sécurité. Comme ça,
Quand il y a un problème, on saura qui a fait quoi et qui est rentré à telle heure, et qui sortait à telle heure. C'est la même chose dans le monde d'API, du coup. Les concepts de base très connus, c'est la basique authentification. Là, on appelle une API avec un user password, avec un compte user password. Ça permet d'identifier la personne qui appelle et aussi de l'authentifier derrière. Le système de l'API key, ça permet juste de l'identification. On ne sait pas vraiment qui appelle, donc il n'y a pas d'authentification. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la différence entre identifier et authentifier. Donc là, on ne peut pas vérifier est-ce que la personne qui nous appelle prétend vraiment. Du coup, là, on va mettre les API keys avec un header XAPI key généralement. Ça va être pour des API qu'on ne veut pas énormément sécuriser et qui ne retournent pas des données qui mettent en péril une entreprise ou une association ou autre chose, quoi. Et après, vous avez OpenID Connect et O2, O2.1. Voilà. Là, on parle de délégation de droit. Donc, une API, des fois, avant de l'appeler, on doit passer par un ressource provider à côté qui va. C'est comme si quand vous allez accéder à des sites où on vous propose de vous inscrire via Google, via Gmail. Donc, vous allez sur Gmail et ensuite vous allez revenir. Ce n'est pas le but du talk, mais c'est important de savoir que OpenID aujourd'hui, c'est vraiment important de s'y intéresser et d'être up et à jour dessus. Après, du coup, on essaye de militer pour que la sécurité soit au plus tôt dans le design. C'est pour ça qu'il y a le concept du security par design qui devient peu à peu un standard. Et OpenAPI nous offre aussi la possibilité de le faire, de l'intégrer au plus tôt dans le design des API. Avec, par exemple, si je veux faire du... non, parce que la télé a réfléchi. Donc, si je veux faire du basic auth, je peux dire dans mon contrat OpenAPI basic auth. Et là, il va me générer automatiquement dans Swagger, on va le voir, une manière de m'authentifier, c'est-à-dire je vais dire à mon consommateur que si tu veux utiliser mon API, tu dois respecter du basic auth, du bearer pour les adaptes de OAuth 1. Moi j'en ai fait, mais il y avait une notion de bearer et elle existe toujours. API Key aussi, et OpenID pour une sécurisation un peu plus poussée. Donc OpenAPI permet de spécifier ça au plus tôt dans un contrat API. Sondage, du coup. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour sécuriser vos API, un concept ou technologie? Ça m'intéresserait de savoir si vous voulez. Mais voilà. Nous, par exemple, chez Alliance, on fait les trois. On fait OpenID, OAuth, JWT. Très bien, donc OAuth. Bah, honnêtement, là, ouais, après API Key, c'est selon. Il y a des gens qui, enfin, il y a des entreprises qui n'ont pas le moyen de mettre en place du resource provider et tout, parce que vis-à-vis de l'investissement. Et après, il faut sécuriser dans le code autrement. Mais du coup, là, on va essayer de voir. Après, ça peut être un jeu entre le dev, enfin leur prod et la prod. Parce que les moyens d'avoir un système de hôte, c'est un coût. Oui, c'est ça. Par rapport à un API key ou. Exactement. Ouais. Et on peut jouer sur les deux. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est selon le moyen qu'on a à ce moment-là. Et après, c'est pour ça que moi, je suis un techos aussi. Mais par contre, il faut savoir aussi aller convaincre le business. Parce que lui expliquer que si on ne fait pas de l'EIDC, ben, voici les risques associés. Comme ça, on est ceinture et bretelles côté informatique. Du coup, là, on va voir la partie security en bas. J'ai préparé juste un template sur l'API Key. Donc ici, dans les components, dans OpenAPI, il y a la notion de schéma. Schéma, c'est tous les objets métiers que manipulent les POJO. On va les voir tout à l'heure comment le générer en Java.
Et vous avez la partie security schemes, je ne sais plus comment on dit en anglais, schemes, dans lequel on met API key haute et on lui dit, voilà, cette API, elle est sécurisée et elle attend un X API key dans le header. Et s'il n'y a pas d'API key, ben, la réponse par défaut, si on ne surcouche pas via le code, ben, ça va dire unauthorized error. Et ensuite, une fois qu'elle est conçue ici, on indique à OpenAPI qu'il faut sécuriser un API key. Voilà. C'est-à-dire que mon développeur, quand je lui donne, un designer lui donne ce contrat OpenAPI, il sait ce qu'il a à faire. Et derrière, ben, ça va me permettre, du coup, automatiquement, là on voit Swagger, il dit, OK, si tu veux appeler ces API, moi je peux te permettre de t'authentifier. Et là, je peux le mettre, par exemple, what to jug. Ça, c'est du fait qu'il n'y a rien du tout encore. Authorize. Et là, ça permet à celui qui va tester, par exemple, de s'authentifier une fois, et c'est terminé, il peut aller tester les endpoints qui sont en bas. Voilà. Et après, on fera une petite passe sur Spring Security quand on fera la phase développement. Je vous montrerai la phase Spring Security, comment sécuriser l'API de l'intérieur, cette fois, pour la team Code First. Voilà, comme ça, on n'oublie personne. Voilà, ça tombe bien, API développement. Du coup, là, développement, ça va consister à prendre le contrat OpenAPI. Ça va consister à prendre le contrat OpenAPI, de l'intégrer via Maven. Maven qui est moi, c'est mon compagnon de route de tous les jours. Donc Maven, c'est tout. Vraiment, voilà, c'est vraiment un outil très riche et qui est très extensible. Donc, vient basé sur Spring et Spring Boot. Donc, qui ne connaît pas Spring, du coup? Tout le monde? Ok. Tout le monde connaît Spring, ça tombe bien. Du coup, là, avec le plugin OpenAPI Generator, je vais lui indiquer mon contrat OpenAPI, lui dire où il va être généré. Et ensuite, j'utilise l'interfaçage REST controller et tout pour aller déployer sur un Spring Boot. Donc là, c'était juste un sondage pour voir si vous êtes contract first ou code first. Si vous voulez participer, sinon je passe. Ok, allez. Live démo du coup. Donc là, je reviens sur mon code. Là, je vais aller dans mon POM. Je descends tout en bas. J'ai mon plugin OpenAPI Generator Maven Plugin. Je lui indique du coup où est mon contrat OpenAPI dans mes resources. Donc il est là. Et je lui dis de générer ça dans un package qui prend le groupe ID et API REST. Et le modèle dans la même chose, dans le modèle. Donc il va générer les delegates, les ressources dans le package de base ici et le modèle là. Donc je vais lancer un clean install, voilà, en sélectionnant très bien. Donc là, si je vais aller voir ma target, je vais aller voir OpenAPI, SRC, main, Java. Et là, j'ai mon modèle avec les new product qui figurent dans mon contrat OpenAPI. Et j'ai mon delegate parce que moi, je choisis du coup de lui mettre un delegate ici. Il y en a qui ne mettent pas, qui réutilisent directement les ressources. C'est un choix. Et derrière, donc, je vais aller ici. Alors, j'ai un reste contrôleur prêt, mais on va faire ensemble la création. C'est toujours bien. Donc ici, je vais l'enlever. Donc, je vais créer un product resource. Product. Je vais faire un implement de l'interface delegate. Là, je vais commencer par le read all. OK.
Donc dans le CRUD, je vais juste implémenter quelque chose qui va lire. Donc comme j'ai donné le nom getProduct ici, alors, dans OpenAPI, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui dire l'operation ID, donc findProduct. Donc automatiquement, je vais réimplémenter le findProduct ici. Voilà. Donc on va déployer ça via Spring Boot. Du coup, j'ai un Postman où j'ai intégré. Vous connaissez la fonction où il faut intégrer dans Postman comment importer un contrat OpenAPI? Ok. C'est juste pour que je la montre ou pas. Donc là, j'ai mon Postman. Donc là, je vais dire, par exemple, ça c'est le get all. Donc si je l'appelle, je suis bien en local, oui. Je l'appelle, il va me dire un 501 not implemented. C'est normal parce que le delegate, il est tout frais pour le moment. Alors, j'ai une couche service qui tape... Ah oui, pardon, il faut que je lance juste Mongo à côté. Un Mongo en local, c'est toujours bien. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, j'ai ma couche service ici, qui est prête, qui va lire, elle, quand on fait... elle se base sur un product repository qui est un client qui étend Mongo repository, offert par Spring Boot Data Mongo, très puissant du coup. Donc je vais réutiliser ça sur ma couche service. Donc ici, je vais aller l'implémenter, enfin l'instancier, pardon. Ok, merci IntelliJ. Et là, je vais pouvoir dire this product service read all. Il râle parce que il y a une séparation entre le domaine product et le web product, donc c'est normal. Donc je vais prendre ça. Il y a un product mapper. Donc je mets un stream dessus. Je map. Donc là, on a un domaine product. Il faut le retourner au web product et on fait un collect. Pardon, attendez. Merci. Du coup, tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on va redéployer. Pour ça, il faut pas réviser ces démos parce que sinon. Et je suis en JDK 21 en local. OpenJDK 21, pardon. Et là, si je vais tester, ben, ça va me retourner la liste des produits. Non, il ne veut pas parce que j'ai oublié le add service. Bah, si Spring n'est pas au courant qu'il y a une réimplémentation, bah, il ne fait rien. Hein. Il retourne toujours, il réinstancie toujours le delegate de base. Pas trop d'efforts quand même. Et là, elle est vide. Voilà. Du coup, là, on va faire un add product. Tac. On va réutiliser donc là, je vais new product. Tac. Là, il râle parce que oui, c'est normal. Ça suffit pas. Donc là, je le crée. Et ensuite, je vais aller
à nouveau le remettre en web, du coup. Après, il y a différentes. Là, il n'y a pas de Bible dessus, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien séparer mes domaines et mes web et les objets qui viennent de l'extérieur avec mes objets business. Il y en a qui appellent ça DTO. Du coup, là, normalement, je suis capable de créer. Donc, je vais lui dire de mettre des fraises qui sont des fruits avec une quantité de son. Ok, il les a créés. Du coup, si je rappelle mon machin, il va me donner. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la partie développement. Après, pour la partie sécurité. Donc là, j'ai un security configuration. Donc, ce qui est cool avec Spring Boot 6, Spring Boot 3 et Spring 6, c'est qu'ils ont viré toute la complexité qu'on se tapait dans les Spring Boot 2 et Spring 1, même pas Spring Boot 1. Donc là, un petit Enable Web Security, j'ai mis, pour l'exemple, du In-Memory User Detail Manager en mettant 2 utilisateurs. Et derrière, pour le moment, c'est du permit all sur tout. Donc si je veux sécuriser, par exemple, celui-là, un peu plus... du coup, là, on a un post. Du coup, là, je vais dire has any role. Admin. Donc le post, quelqu'un qui doit créer, il doit être admin. Voilà. Et là, je vais rebooter. Elle est active, ouais, elle est bien active. Donc là, si je ne m'authentifie pas, normalement, j'ai un 401. Donc je vais aller vers le Frayat. Ouais, il me laisse toujours puisque j'ai... Du coup, là, si j'enlève ça... Voilà, 401 en autorest. Ici, je m'identifie. Donc Spring Security, c'est quand même très puissant. Voilà, après, via notre contrat OpenAPI, on a mis du API Key. Vous pouvez soit faire du Basic Code API Key, selon ce que vous faites dans vos entreprises ou avec vos clients. Et Postman, il permet d'offrir une multitude d'authentification pour ça. Allez, on va reprendre les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, API agile. Parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que vient faire l'agilité dans tout ça? Juste une petite définition. Je ne suis pas coach agile, ni safe expert ou autre chose. Mais pour moi, être agile, c'est travailler dans un contexte agile, ne pas être agile. C'est vraiment répondre aux besoins de nos clients en allant petit à petit. C'est-à-dire démarrer d'un noyau et au fur et à mesure aller vers la cible. Parce qu'au final, ce qu'il faut, en respectant les coûts, un engagement, gestion du risque, et au final, pour moi, c'est le client doit être heureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, parce que je vais à beaucoup de meet-up, de conférences et tout, et le premier réflexe, c'est ah, c'est pas bien, tu fais pas de l'EIDC. En fait, cette phrase, on doit l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais derrière, en fait, si quelqu'un n'a pas, et le monsieur l'a bien précisé, c'est que si on n'a pas les moyens de faire de l'OIDC et que notre client est content par rapport à la sécurité qu'on lui propose d'une autre manière, bah, tant mieux. Parce qu'en fait, être dans un contexte agile, c'est répondre vite aux besoins, au fur et à mesure, et rendre votre client content. Donc, voilà, c'est ça l'esprit. Et derrière, là, ce que je vous présente, c'est le pattern, le concept des feature toggles. Je vais vous raconter des anecdotes qui m'ont permis, dans un contexte agile, grâce au feature toggle. Du coup, le feature toggle, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir activer ou désactiver à chaud une fonctionnalité, surtout en production. Voilà, donc un moyen que je peux me permettre pour mon business
de désactiver ou activer une fonctionnalité au besoin. Donc la plupart du temps, c'est is, if, else, mais par contre, derrière, il y a tout un outillage qu'on va voir. Donc là, c'est juste une petite exposition. Un exemple, c'est par rapport au feature branch. Imaginez que vous avez votre branche principale. Vous avez deux cas. Vous avez soit un cas où, au début de le développement de votre version, en fait, avec votre client, il vous dit cette feature, elle est critique. C'est-à-dire qu'elle va venir potentiellement impacter l'ensemble du parcours et de souscription, dans le cadre de l'assurance par exemple, ou du e-commerce ou d'autres cas d'utilisation. Derrière, vous, comme vous travaillez dans un contexte agile, il y a la notion de gestion de risque. Derrière, on met un feature toggle sur la fonctionnalité. Ça nous est arrivé, moi personnellement, c'est qu'on a lancé une grosse version une fois. Versionning, on est sur 2 mois, on met en prod, et 7 h du matin, normalement, on a le moteur de delivery qui met en prod, et derrière, ça plante. Les premiers utilisateurs plantent, et c'était une fonctionnalité majeure, critique, qu'on a mis en prod directement. On m'appelle, on me dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, le réflexe, c'est quoi? C'est d'aller désactiver à la main dans le code, repasser par votre CI/CD, du testing, du TNR, la crise, les appels des patrons et tout, voilà. Donc on n'a pas géré le risque. C'était une leçon, et là, on s'est remis en question. Si j'avais le feature toggle, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais juste parti désactiver la fonctionnalité, et mon parcours roulait toujours en prod, et mon utilisateur était content, et mon client était content. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, nous, dès qu'on voit une fonctionnalité, c'est pas qu'on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, c'est que gestion du risque, je mets un feature toggle. Un autre cas où c'est utilisable les feature toggles, c'est que vous êtes en développement, en plein développement de votre version, et il y a une fonctionnalité qui a pris du retard. Par contre, elle est déjà mergée dans la branche principale, parce qu'on la travaille user story par user story. L'Epic, elle est déjà dans la branche principale. Donc il y a deux choix, ou un seul choix, c'est finalement on est en retard, on n'arrivera pas à livrer. Mais par contre, elle est dans la branche principale, c'est-à-dire elle tourne déjà dans votre... Donc grâce au feature toggle, là, sans feature toggle, on aurait mis, pour les experts Git, ils auraient bricolé des trucs, viré tous les commits, les mettre dans... faire du cherry pick et tout, donc voilà. Mais avec feature toggle, on aurait juste dit, OK, on garde notre branche principale, le code il va partir en prod, mais par contre, grâce au principe du feature toggle, on va le désactiver. Voilà. Du coup, comme solution qui permet de faciliter, parce que là, le réflexe, quand sans outillage, on se dit, ah oui, je mets une configuration YAML ou JSON que je vais modifier, redéployer. Par contre, le temps de redéploiement en prod, nous, chez Allianz, si vous redéployez en prod, vous devez passer par un comité de validation. C'est normal, on est une compagnie qui tourne à plusieurs milliards d'euros, donc on ne peut pas jouer avec notre prod. Voilà. Pour des petites startups et tout, peut-être ils peuvent se permettre avec des fichiers de configuration et redéployer à chaud à la main. Mais des outils qui sont libres, bon, je mets des propriétaires, c'est pas l'esprit des jokes, je sais, mais à titre d'information, c'est bien de savoir. Mais en libre, vous avez Togglezy et FF4J. Moi, je vais vous montrer une démo aujourd'hui sur Togglezy, comment ça fonctionne. Et on a aussi Unleash chez Allianz, parce qu'on a la notion groupe et France. Donc pour le moment en France, pour certains projets, on utilise Togglezy. Notre cible, c'est Unleash. Voilà. Du coup, une live démo. Là, on va prendre, du coup, j'ai une API, ici, qui gère que les toggles, et elle est implémentée à base de Togglezy, ou ToggleZ, si vous voulez. Donc cette API, dans ses properties, bien. Donc je peux lui dire, à partir de la V2, je crois, ils ont sorti un starter Togglezy. Voilà, qui est là, qui se base sur Spring.
Et vous avez aussi ces deux dépendances. Togglezy MongoDB qui permet d'être connecté directement à une base Mongo pour la gestion des feature toggle. Je vous montrerai la tête des collections sur une base Mongo. Et Togglezy Console pour accéder, vous génère une interface web directement je vais vous montrer aussi. Donc aujourd'hui, mes feature toggle, j'ai un enum qui permet de les gérer. Donc ça, c'est tous mes enums. Et ici, j'ai créé juste pour nous aujourd'hui un démo API. Et en fait, Togglezy, au lancement, il va venir dans les properties. Vous pouvez lui dire, voilà, Togglezy feature enum. Là, il va être au courant qu'il aura 11-12 feature toggle à gérer en base. Et après, vous avez je suis en local dans Secure False, c'est pas grave. Et voilà. Donc, avec ça, vous êtes capable ensuite de déployer en local ou sur un environnement en remote. Donc là, je ne me souviens jamais des liens, je m'en excuse, mais je les ai mis en fav. Donc là, elle est sécurisée et je lui dis ici, en fait, via Spring Security. Admin password, la super sécurité en local. Et là, ça, c'est la console Togglezy. Donc j'ai tout, mais quand je disais activer ou désactiver la chose, c'est ça, en fait. Voilà. Donc là, pour notre exemple, pour l'exemple du jour, donc ça, c'est l'API Toggle. On peut l'appeler via un feign, déprécié. Vous faites du REST client pour appeler cette API. Donc là, aujourd'hui, on va le faire dans celui-là. Donc je vais réactiver l'implémentation et désactiver l'autre que je vous avais montré pour l'exemple, parce que là, on a fait déjà ça. Et du coup, là, on peut... Et je l'ai mis ici. Voilà. Donc ici, je suis en train de faire du REST Client. J'appelle l'API Togglezy en lui disant, donne-moi la valeur qui est derrière le feature toggle demo API. C'est un booléen. Donc c'est soit enable, true, false. Si elle est active, s'il est false, forbidden. Sinon, j'exécute la requête. Donc pour le moment, il est à quoi? Il est à false. Donc je vais aller dans Postman. Je vais aller dans delete. Je mets quelque chose. Et j'exécute. Ah oui, il faut que je le déploie parce que j'ai réactivé l'autre. Donc, pardon. Vous connaissez déjà le concept des feature toggle? D'accord. Entendu parler. Très bien. Très bien. Du coup, je vais retourner dans mon petit Postman. Et là, il me dit la suppression de produit est indisponible à ce jour. Parce que c'est le message que j'ai retourné ici. Maintenant, je vais aller sur ma console. Je vais dire enable. Je vais rejouer. Et là, je vais me prendre un 204 no content. Comme quoi, il a exécuté voilà, tout simplement. Bien sûr, derrière, avec Togglezy par exemple, il est possible de faire, si vous avez un petit trou ici, possible de faire tout ça. Il faut ouvrir sur une adresse IP, vous pouvez lui dire, tu t'actives à telle date, qui correspond à votre date de mise en prod. Vous pouvez utiliser le profil Spring. Et vous pouvez faire même du canary release, c'est-à-dire ouvrir une fonctionnalité en prod à une certaine population et pas à tout le monde. Et tout. Il peut faire énormément de choses. Après, des solutions payantes comme Unleash, ils vont aller beaucoup plus loin en termes plus d'architecture, d'instance, de scalabilité. Voilà, donc c'est un peu plus poussé, on va dire. Et c'est ça le... Mais Togglezy, nous aujourd'hui, moi je l'utilise dans un projet stratégique chez Allianz et il me répond très bien à mon besoin. Voilà, on va revenir à la présentation. Maintenant, le test. Là, pléthore de tests qui peuvent exister autour du testing. Après, là aujourd'hui, je vais vous parler les unitaires intégration et tout, je crois que vous connaissez bien. Mais là, je vais parler plus de deux outils sur le fonctionnel et la performance.
Donc juste un petit rappel sur les tests unitaires. On a JUnit 5, Mockito pour la partie unitaire, intégration. Et voilà, si vous voulez faire du test d'intégration, il faut couvrir l'ensemble de vos couches d'implémentation et les tests unitaires vont cibler plus intra-classe et tout. Maintenant, pour les tests fonctionnels, pour moi, je les définis comme des tests d'intégration fonctionnelle. Voilà. Donc, les tests d'intégration pure, c'est de la technique, puisque tout le monde confond. Tout le monde confond tout. Les tests d'intégration, c'est la partie technique. On valide techniquement que notre couche, là, elle roule. Et ici, fonctionnel, c'est on va tester des cas métiers. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est Postman-Newman. C'est un exécutable que vous pouvez intégrer. Et vous pouvez lui donner un ensemble, on va faire un petit devoir après, hein, un ensemble de jeux de données en JSON, et lui dire, c'est comme si vous écrivez dans Postman, le expect et tout, et il va vérifier ça. Et aujourd'hui, moi, je le fais par exemple sur une API qui a 3 ans en jeu de données, mais qui valide des cas fonctionnels business. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne dans le cadre de l'assurance, la tarification. C'est extrêmement important qu'on valide la tarification absolument. Donc, on utilise Postman-Newman pour valider, selon que le métier nous dit, si je mets paramètre 1, 2, 3, machin, je dois avoir tel tarif. Ils peuvent changer, peuvent nous dire maintenant c'est telle valeur, combiner. Voilà. Et derrière, je peux intégrer même Postman-Newman dans une CI/CD et vérifier ça à chaque évolution de mon API. Pour les tests de perf, pour vérifier que votre API est résiliente, au plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, ce qu'ils font, ils attendent la pré-prod. Donc juste avant, à la fin de la version, pour lancer les tests de charge. Voilà. Maintenant, pour des gros parcours, je peux comprendre, pour des API unitairement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est Gatling. Gatling, c'est une solution open source qui est devenue payante à certains, je ne sais plus, mais solution open source. Et très simplement, Gatling, en Java, à partir de la 3.7, leur 3.7, ils supportent des écritures de scénarios de tests de charge en Java, parce qu'avant la 3.7, c'était en Scala. Donc j'ai dû me mettre en Scala, alors que je suis un javaïste. J'ai rien contre Scala, c'est très bien aussi. Donc big up, mais Java, je préfère Java parce que j'en suis dans l'expertise. Et Gatling, il permet d'exécuter des scripts Java de test de charge. Bon, on peut le participer comme ça à haute voix, sans passer par Slido. Hein. Aujourd'hui, quelle technologie pour tester vos API? Qu'est-ce que... SOAP/UI et Postman. Pour des tests de charge, vous faites quoi, par exemple? Gatling. Ah, ok. Du Mercury. Mercury? Ouais. D'accord. Neoload. Et Et c'est qu'on a des sous, c'est tout. Neoload, je ne connaissais pas. Merci pour... ok. Et on peut écrire du script Java avec Neoload et tout? En fait, on a une équipe qui est dédiée aux tests de charge et on leur demande à eux de les... Ah, ok, très bien, très bien. Du coup, la démo. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Postman et Newman, Postman et Gatling, du coup, on va reprendre notre cher API qui est là. On commence par Postman. Donc là, je vais aller sur la partie test. Après, où je suis d'accord, ce n'est pas un métier de développeur peut-être, mais le testeur, il doit comprendre ce que fait le développeur aussi. Donc c'est pour ça que le développeur, il peut aider aussi le test à faire correctement la validation des tests fonctionnels. Mais on ne va pas, par exemple, sur 1004 tests, on va prendre que 200 ou une centaine ou une cinquantaine et le développeur les met. Ça permet de valider qu'on ne casse pas une API à une évolution aussi. Donc là, je vais aller dans les tests et Postman. Donc on a. Donc il y a deux fichiers. Le premier, c'est un fichier par environnement. Par exemple, là, pour vous dire où est votre API, quelle URL et plein de données facultatives autour. Et ici, c'est là où vous allez écrire les tests fonctionnels.
là, pour l'exemple, je me suis dit, je vais créer un ou deux là. Donc ici, read all products, je vais lui demander que si je joue sur cette URL un read all, donc un get, ben vérifie-moi que, et ça c'est PM test et tout, ceux qui font du test sur Postman, c'est ce que vous écrivez sur Postman, il n'y a aucune différence. Là, on vérifie que le statut est 200 et on vérifie qu'on a minimum un produit. Si on a 0 produit, c'est que c'est pas normal. Ça peut être, mais c'est juste pour le test. La même chose pour le produit, la création. Si je crée un produit qui se nomme buffet, meuble et quantité 100, donc je m'attends à ce que l'ID du produit, quand il est créé, il n'est pas undefined, donc il y a quelque chose, et que ce que je t'ai demandé de créer, ben, tu me le retournes comme quoi c'est ce qui a été créé. Voilà. Maintenant, pour tester, vous pouvez installer un Newman via npm. Tac, je vais aller juste... je suis sur Windows, donc voilà. Tac, je vais rentrer dans... Est-ce qu'il m'a sauvegardé mes commandes de tout à l'heure? Non, c'est pas grave. Donc là, pour Newman, je dois aller jusqu'au là où il y a les... et là, excusez-moi, je ne me souviens pas des commandes toujours, c'est Newman-E. Donc, très simple, npm install-g Newman. Là, vous aurez, je l'ai fait déjà, vous aurez un Newman installé. Une fois installé, commande, donc npm run-e, Newman run-e, pardon, et là, vous lui dites, je veux faire des tests en local. Oh, dommage, il ne fait pas le... Ok. Et je prends les jeux de données, les tests de données que j'ai écrits, que je vous ai montré. Ah, c'est pas la bonne syntaxe. Non, j'ai raté un truc peut-être. Ah, il faut rentrer dans Postman, pardon. Parce que le dossier s'appelle Postman. Ok. Voilà, là il a exécuté. Du coup, il dit, bon, là j'ai mis que 3. Un vrai test fonctionnel pile, normalement vous avez une tonne. Donc là, le premier il m'a dit OK, le deuxième OK, le troisième 400. Je me suis pris un 400 bad request parce que le ID sur lequel je veux mettre la mise à jour n'existe pas. C'est tout. Donc ah non, pardon, il y a un 401 sur Create Product parce que du coup, pour le test, j'ai pas mis l'authentification basique. Mais je peux le faire si vous voulez, mais ça va juste, le premier est passé. Donc voilà, ça c'est Postman Newman. Maintenant, on va passer à Gatling. Donc Gatling, c'est dans mes ressources Java. Donc là, j'ai un package. Donc j'ai juste une classe simulation qui va étendre la classe simulation de Gatling. Donc c'est une dépendance, Maven, Gatling App. Et dedans, je crée une méthode qui par défaut me retourne un HTTP protocole basé sur l'endpoint et un scénario avec un nom et l'URL de l'API que je veux attaquer. Pour le coup, là, j'ai mis une entente basique avec admin, en condé en base 64. Et ici, je lui dis, alors, le premier scénario, c'est mini-user. En fait, Gatling, il va simuler un ensemble de requêtes utilisateurs lissées sur une certaine durée. Donc là, je vais lui dire, c'est comme si tu avais des utilisateurs qui bombardent mon API sur 60 secondes. Et là, 20. Par exemple, là, récemment, j'ai eu un besoin métier qui me dit cette API risque d'être appelée à 5000, par 5000 utilisateurs maximum. Donc 5000 utilisateurs, si on fait chaque utilisateur 10 visites par jour, on est à 50 000. Donc je peux... donc dans le futur, j'aurai des API où je vais lui dire 50 000 sur
par exemple 1 heure, et je lance ça en CI/CD en asynchrone. Voilà, donc pour l'exemple, on ne va pas passer la nuit, il y a 30. Et là, tac, tac, donc je vais prendre la commande qui est là, donc via Maven, parce que c'est un plugin Maven aussi. Tac. Et là, je lui dis, utilise la classe product create local simulation. Et bien sûr, ça sur un pipeline, on le verra tout à l'heure, et vous pouvez aussi l'exécuter Gatling sur un pipeline. Et en plus, Gatling, il peut faire la simulation de parcours, bout en bout, et il peut faire aussi du recording. C'est-à-dire, il peut enregistrer tout ce qu'il fait, et comme ça, vous pouvez aller analyser. Moi, je ne suis pas allé encore jusqu'à là. Je ne sais pas pourquoi il prend son temps. Bon, on va le laisser, on va continuer la démo et on reviendra. Vous voulez jouer au quiz ou on passe? Vous voulez? Ok, très bien. En Kalani Smart Beer offre la spécification Swagger à la communauté Open Initiative. Et les années ne sont pas dans l'ordre. On va devoir accélérer puisqu'on a pris déjà 1 heure. 2015. Quel terme est associé à la spécification d'écriture de contrat d'une API? Ça, c'est OpenAPI, bravo. Quel est l'objectif principal des tests d'intégration pour une API? Oui, j'avoue, ouais. Vérifier le fonctionnement dans son environnement réel. Jeff en tête et EFL en 2. Allez. Maintenant, intégration, déploiement. Maintenant, on a designé notre API, on l'a implémenté, on a sécurisé, on a testé. Bien sûr, ça peut ne pas être ça le cycle, mais dans l'esprit logique de Talk, c'est plus juste de le présenter comme ça. Maintenant, on va parler de CI/CD. Honnêtement, j'aime pas employer ce terme tout le temps, parce qu'on peut comprendre ce qu'on veut derrière. Les gens, ils mélangent la plupart du temps l'intégration, le déploiement. On demande à un Ops de faire tout, bref, ou un Dev d'aller jusqu'au déploiement. Et aussi, on confond deployment et delivery. Le deployment, c'est vraiment l'action manuelle d'aller en production. Nous, on fait du deployment. C'est jusqu'au pré-prod, tout est automatisé, mais avant d'aller à la prod, c'est pas automatisé. Il y a un cycle, on programme une tâche qui va livrer à telle heure après avoir validé un ensemble de choses. Voilà. Quand nos intermédiaires dorment, c'est là où on livre en prod. Et nos utilisateurs, nos clients aussi. Et le delivery, c'est là ce que fait Amazon, ce que font les GAFA, ce que vous faites vous peut-être. C'est vraiment automatisé. On développe quelque chose, il y a une couche de test qui passe, de TNR, et ça livre directement en prod. Voilà, là c'est un peu les étapes majeures d'une CI/CD. Là c'est du delivery et on précise bien que... Pardon, c'est l'inverse, j'ai inversé. Le deployment c'est immédiat et le delivery c'est manuel. Donc c'est pour ça qu'ici c'est le deployment, on dit que c'est automatisé directement. Donc là c'est le grand 8, je ne dis pas DevOps, parce que aussi on peut comprendre ce qu'on veut derrière DevOps et il faut un talk dédié à DevOps. Je veux dire, c'est un grand 8 qui permet de faire plein de choses. Là, on a vu la partie développement. Ensuite, la notion de pull request, on n'en a pas parlé, mais je pense que vous le faites normalement avant de merger dans une branche principale. Les tech leads, les développeurs référents ou les développeurs entre eux. Hein. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans les projets, je laisse les développeurs se auto-valider entre eux. À part sur les gros trucs. Voilà. Autonomie. Contexte agile.
ainsi de suite. Du Git, le Jenkins, il est écrit en pipeline Groovy, le pipeline est écrit en Groovy. Derrière, on intègre, par exemple pour Postman, ce que je vous ai montré, il est intégré dans la CI/CD. Couche d'analyse de la qualité du code. Alors pour la qualité du code implémenté d'une API, il y a un truc, SonarCube, il y a beaucoup qui se disent SonarCube, j'ai la quality gate ouvert, tout est nickel. C'est totalement faux. Vraiment. L'idée, c'est pas, si quelqu'un me dit ça, l'idée, c'est pas de l'enfoncer, mais de lui dire attention, pull request, aspect humain, SonarCube, il est juste là pour te dire que ça va pas bien ou ça va bien. Mais pas, ça va pas excellent, quoi. Ça va bien excellent de façon très bonne, quoi. Et parce que SonarCube, s'ils disent tout est dans le rouge, il y a un vrai problème. Si tu es dans le vert, ça ne veut pas dire que ton code est de qualité. Ça, c'est très important de savoir. Après, il y a Checkmarx aussi pour l'analyse de la sécurité du code, mais il est payant. Mais en open source et libre, il y a énormément d'outils dans le marché. La phase release qui va permettre de générer le jar. L'intégration s'arrête là. On s'arrête là. En tant que développeur, on s'arrête là. Tout ça, c'est un autre métier. Mais si on a besoin d'optimiser les ressources et que les gens sont intéressés de faire toute la chaîne, pourquoi pas. Sur le déploiement, du coup, Jenkins revient pour créer une image Docker et ensuite la mettre sur un pod Kubernetes. Nous, le choix, c'est un pod Kubernetes, une image Docker, un conteneur Docker, pardon. Après, il y en a qui font un conteneur, c'est un choix. Notification sur du Teams. Précédemment Slack, maintenant on fait sur le Teams, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sur la CI/CD de développement API, tout est notifié aux équipes de dev. Amazon, donc Amazon EKS, c'est un service managé dans AWS. Vous avez un service managé Kubernetes qui permet d'intégrer du Kubernetes et du Docker et de faire de l'opérate dessus. La partie monitor, on va la voir par la suite. Du coup, juste un petit zoom sur la phase deployment. Je pense que vous connaissez. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on fait la confusion entre Kubernetes et Docker. J'ai entendu des fois des gens dire c'est Docker qui surcouche Kubernetes. C'est pas grave, on réexplique, mais parce qu'on leur a mal expliqué. Donc voilà. Et vous avez derrière EKS, il déploie rien, il manage, il surveille. Voilà. Live démo. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? C'est juste peut-être un petit coup de pipeline. Hein. Attendez. Il y a le résultat du process d'avant de Git. Oui, bien. Ouais, merci. Je vais le relancer. Merci pour le rappel. Du coup, on va le laisser. En parallèle, et cette fois, on y reviendra. Peut-être un petit coup de pipeline. Est-ce qu'il l'a lancé? Donc, un pipeline écrit en Groovy, ça ressemble à ça. Hein. Et quand on n'est pas développeur, on est Ops. Voilà ce que ça donne. Non, c'est juste un joke, mais... Voilà. Donc, moi, je sais modifier ce type de choses. Je ne suis pas un dev Groovy, mais je peux comprendre et modifier ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut viser à rendre autonome, parce que je suis software architecte, mais développeur à la base aussi, donc je dois être autonome sur ça, dans un contexte agile. Et maintenant, je vais employer le terme esprit DevOps. Voilà, Gatlin est enfin lancé. Donc là, il a pu lancer. Et donc là, step by step, il simule un peu. Alors, on va le laisser finir parce qu'il me dit reviens en bas. Donc step by step, il simule. Voilà. Là, par exemple, à ce step-là, il dit j'ai exécuté 29 requêtes et c'est 29 OK. Et je peux voir ma pauvre API en local qu'elle a pris cher, je crois.
Voilà. Tac, 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 il s'est fait bombarder. Donc là, et à la fin, ce qui est bien avec Gatling, il vous fait un récap, il vous dit tout a été OK, il vous génère un petit graphe qui peut être généré aussi via... Attendez. Qui peut être généré via CI/CD, c'est-à-dire quand vous intégrez... voilà, il vous génère ça. Il vous dit, voilà, j'ai exécuté 3... On lui a dit 10 plus 20, donc 30. Nickel. Là, c'est les taux d'exécution. Donc la majorité... Donc, ah oui, la plupart, toutes ont pris inférieur à 800 millisecondes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez tout dans failed ou tout dans supérieur à ça, et ça c'est configurable via Gatling. Hein. C'est-à-dire si vous mettez par exemple là 5 secondes et tout c'est supérieur à 5 secondes, il faut se poser des questions tout de suite. Donc le développeur il va s'en rendre compte. Et après vous avez la notion de percentile, de quantile pour les matheux qui veulent se faire plaisir. Et là c'est dans le temps. Moi, je lui ai demandé de lisser sur 1 minute, donc dans le temps, et il a dit, voilà, il y a eu un gros pic, ensuite ça va pour la suite, voilà. Et après, vous avez d'autres stats plus intéressantes aussi. Voilà, ça c'était pour la partie Gatling. Ça a répondu à votre... très bien. Après, pour le pipeline, un vrai pipeline... Du coup, je vais vous montrer celle d'aujourd'hui. Hein. Non, Splunk, c'est après. Pardon. Tac. Donc là, c'est le pipeline. Tout ce qui est écrit en Groovy ici, bah, il est traduit ici. Donc là, les tests. Gatling, il y passe. Il est où Gatling ici? Voilà, il est à la fin. Gatling, Postman... Ici, bon, il est orange parce qu'il a essayé de mettre à jour avec un ID qui n'existe pas, mais c'est pas grave, ça, c'était juste pour l'exemple. Voilà, ça c'était pour la partie CI/CD. Maintenant, il nous reste 2 steps, Gateway Management Analytics, on aura fini. Gateway Management, c'est très important de faire un focus dessus. J'aurai pas de démo parce que pour moi, c'est un... Il y a un slide démo, mais il n'y aura pas de démo. Il faut différencier parce qu'aujourd'hui, on mélange aussi la notion d'API Gateway et d'API Management. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui achètent des solutions d'API Management. Ils ont décidé, tout ce que je vous ai montré, OpenAPI, Java et tout, ils ne font pas ça. Ils acquièrent par exemple APG et ils développent dedans tout. APG, c'est la solution de Google d'API Management. Et dedans, ils font du OpenAPI, ils créent leurs objets, ils font du mapping, ensuite ils appliquent une couche de sécurité et ils déploient. C'est-à-dire pas de Jenkins, rien. C'est un choix. Nous, on l'utilise juste pour la partie sécurité. Donc, le management, c'est un kit complet autour du monde API. Et Gateway, c'est pour moi la couche, c'est la couche sécurité. Si vous voulez contrôler le trafic vers vos API, c'est l'API Gateway qui va vous permettre. Les thresholds et tout. C'est-à-dire dire, mon API, elle est appelable 60 fois par seconde max. Voilà. Par exemple. Et elle peut faire énormément de choses. En open source et libre, vous avez Netflix Zool, qui est développé et maintenu par Netflix. Et aussi, vous avez Spring Cloud Gateway, vous devez connaître si vous êtes des spécialistes Spring. Là, c'est juste une archi à côté que je mets d'un vrai projet où on a du Netflix Zool. Par contre, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'IHM dans Netflix Zool. Donc derrière, je sécurise via mon API Gateway l'accès à mes API qui sont containerisés derrière. Et en termes d'API management, après, moi, je ne connais pas d'autres solutions open source libre qui fait de l'API management avec type APG. Hein. Donc, c'est-à-dire avec une console et tout. Donc, vous avez Kong, MuleSoft, tous les gros. Et aujourd'hui, nous, comment on fonctionne, c'est on a des devs APG, c'est-à-dire spécialistes d'APG. Le contrat, si je veux exposer mon API à l'extérieur pour un partenaire ou autre,
Donc elle tourne sur un conteneur Docker en interne. Mais si je veux l'exposer à l'extérieur, je donne le contrat OpenAPI à un dev APG, il l'intègre, il applique les patterns de sécurité OIDC, Basic Auth, API Key, selon ce que la sécurité aura dit pour le risque de cette API, et on déploie, et voilà. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, comme API Gateway, solution d'API Gateway vous faites, On est en train de migrer de Kong à Gravity. Là. Kong à Gravity, d'accord. Axway. Axway, oui. Du coup, nous, on a migré d'Axway à APG. Voilà. Mais on n'a rien contre. Un choix à faire. Ouais, alors après, ça marche bien, Axway aussi. Hein, on n'avait pas de... Oui. Disons que le directeur d'APG nous a pris un peu de haut. D'accord. Ça n'a pas pris dans ma direction. Il faut convaincre. Pardon. OK. Et si je comprends bien, en fin de compte, toutes vos API en interne sont sécurisées par elles-mêmes. C'est ça. Et si vous les exposez pour un client externe, vous me rajoutez APG dedans. C'est ça, exactement. Donc on a des patterns... Vous avez une double sécurité. Pardon, excuse-moi. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Vous avez une double sécurité quand elles sont exposées à l'extérieur. Ça dépend. Ça dépend du use case. Il y a des API que récemment on a mis en place où on a dit non, si elles sont utilisables des deux flux, externe et interne, il y a une double sécurité. Si elle est utilisable uniquement en interne, il n'y aura que une couche de sécurité. Si elle est utilisable depuis l'externe uniquement, elle n'aura pas de couche de sécurité à l'API. C'est APG qui va garantir ça. Voilà. Et on a des API que seuls les partenaires appellent. Voilà. Et là, il n'y a besoin que d'APG. Du coup, on ne dit pas aux développeurs d'investir du temps à sécuriser, parce qu'on est sûr qu'elle va être sécurisée. Et la politique interne, c'est on fait confiance aux internes, heureusement. C'est-à-dire une API non sécurisée, je ne vais pas m'amuser à la bombarder en étant salarié. On finit par le monitoring. Donc là, une fois qu'on a... Donc vous voyez dans la logique du voyage, on va dire, à la fin, normalement, on doit surveiller et surveiller nos API en prod, être alerté s'il y a un problème, et aussi l'analytics. Après, je dis il faut selon les moyens. Ça, c'est l'analytics. Si vous avez un moyen de le mettre en place, surtout, nous, c'est une demande forte business. Donc, il faut qu'on fasse de l'analytics. Parce que, voilà, une API qui fait de la tarif, je veux savoir combien elle a fait par jour, par produit, combien de primes on a vendu, et tout ça, c'est vraiment important, quoi. Là, je présente 3 solutions. Après, il y a pléthore, je pense. Prometheus Grafana, c'est un grand classique aujourd'hui. Prometheus, il va faire office de data source sniffer. Il se base sur Spring Boot Actuator et qui pousse à du Grafana, qui est un kit complet prêt à l'emploi en termes de dashboarding. Dynatrace, solution, voilà, gros acteur, solution de monitoring aussi. Et Splunk, on utilise nous pour de l'analytics, en se basant sur les logs que remontent les API. Et nous, voilà, je suis parmi ces utilisateurs de Splunk. Moi, je touche beaucoup plus à du Splunk que les deux autres. Les deux autres, c'est plus à la main des ops. Splunk, on s'est battu pour que ça soit autonome dev aussi. On s'est battu politiquement, pas... Donc là, on réintègre dans notre grand 8, pour ne pas dire un autre terme, et je remets du Unleash Together pour avoir un panel complet. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites vous faites systématiquement du monitoring analytics? Systématiquement, ouais. Moi, je connais des boîtes qui font que du monitoring, pas de l'analytics. Après, ils justifient que... je sais pas, c'est bizarre, mais ils se disent que tant que les clients ils arrivent à vendre et qu'ils ne sont pas demandeurs, parce qu'ils n'investissent pas. Donc c'est un choix à faire. Voilà. Donc, monitoring, c'est tu t'assures que ça fonctionne bien. Analytics, tu définis des KPI et en fait tu vérifies qu'ils sont bien atteints. Exactement. Voilà.
disons que l'analytique, ça te permet de voir les dégradations de tes API Niveau de, business. de ce qui peut se passer en Exactement, ouais. Parce que le monitoring ne te permet pas de voir. Ouais, parce que le monitoring, il ne va pas compter, par exemple, nous, dans notre cas de souscrit d'assurance, il ne va pas compter le nombre de contrats faits chaque jour. Et exact, ce que vous avez dit, c'est si du jour au lendemain, on voit que la veille, on a fait 50 contrats et le lendemain, on a fait 10, il y a un cas, ça pêche. Il faut aller voir. Voilà. Live démo, là, je vais vous montrer Grafana. Donc Grafana, l'API, là, Product de tout à l'heure, je l'ai déployé. Et exceptionnellement pour cette semaine, puisque c'est une semaine où j'ai 2 talks, je l'ai laissé allumer jusqu'à 23h. Après, s'éteindra automatiquement via le downscale. Et là, le Grafana, il y a un Prometheus qui est en train de taper mon API via actuateur. Il pousse à Grafana et il me permet de voir la consommation mémoire, le CPU et tout. Après, derrière, dans l'implémentation, c'est pas il y a une équipe cloud qui s'en occupe. Voilà. Qui font tous les branchements. Et c'est plutôt bien, Grafana, quand même. À part quand ils ont changé leur licence, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec AWS, je crois, avec Amazon. Donc, et un dernier truc, Splunk. J'ai créé aussi un dashboard sur mon API de tout à l'heure. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, dans Splunk, ce qui est bien, c'est un outil payant aussi. Je crois que je ne sais pas s'ils ont une marge de gratuité, mais les logs que remonte mon API, il y a toujours un libellé API Product Demo, parce que je l'ai nommé API Product Demo, et il y a cette log-là. Read all end qui est affiché en fait dans... C'est ce que crash là, c'est le create, mais quand je fais un read, il va loguer read all end, read all start. Donc là, je compte juste combien de lectures de read all il y en a eu. Et ici, bah, je compte combien de create il y en a eu. Voilà. C'est-à-dire, s'il voit ça, il le compte, il me le met. Je l'ai déployé en début de semaine et j'ai fait normalement des creates. Week to date. Donc là, voilà. 4 read all et 113 parce que j'ai lancé Gatling sur la dev. Ça va. À 20h, il n'y a personne. Voilà, donc je reviens sur la démo. Un takeaway, je vous propose cette route de la fortune, qui n'en est pas une vraie, qui récapitule un peu tout le voyage qu'on a fait là, et un rappel de la définition vraiment où il faut l'avoir bien en tête, quoi. Si vous voulez, on finit par un quiz, et après, si vous avez des questions et tout, autour du... Ça, c'est mes filles qui m'appellent, elles vont dormir, donc... Alors, build ou release? Release. Piège, mais c'est vraiment la phase release qui va permettre ça, parce que c'est Maven release qui va générer le jar. Ensuite, quel élément est essentiel pour assurer l'interopérabilité dans une API, dans un écosystème logiciel diversifié? Là, c'est un peu une compréhension logique du monde API. La conformité en normes et protocoles d'industrie. Très très bien. Jeff EFL. Et la dernière question. Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les taux de requête dans une API à forte demande? Plusieurs réponses possibles. Allez. Et c'était les 4. Voilà, il faut tout faire. Enfin, c'est bien, si, c'est en termes de bonne pratique. Du coup, Jeff a gagné. Bravo. Mes félicitations.
on remercie le Poitou Jugs d'avoir organisé cet événement. Et les références, et voilà, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, je publie fréquemment des choses. Je veux permettre un point. Oui. C'est que